Est-ce que oui, bonjour. Bonjour et bienvenue pour cette conférence que nous vous proposons, France Hydrogène, sur notre étude Trajectoire 2030, le volet 2. Donc on va commencer par se présenter. Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Bensadoun, je suis responsable du pôle études expertise études à France Hydrogène. Et voilà. Et Yann-Éric Starlander, je suis responsable des relations avec les territoires. Donc, juste un mot très rapide sur France Hydrogène. Donc, c'est l'association de la filière. On regroupe plus de 450 membres, les entreprises de la filière, mais aussi tout le monde de la recherche, les collectivités territoriales qui sont impliquées dans le domaine de l'hydrogène. Et puis, notre stand est situé au D39. Sans plus tarder, donc, on va démarrer la présentation de l'étude. Et donc, je vais passer la parole à Emmanuel. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée l'année dernière. On a fait une étude à la suite en fait, de la stratégie française qui a été annoncée par le gouvernement en 2020 et puis des scénarios de déploiement qui ont été proposés par France Hydrogène un an plus tard. L'idée de cette étude, c'était de constater la réalité du déploiement dans les territoires en France pour en tirer des conclusions sur les directions prises par les différents secteurs visés. En comparaison des objectifs qui avaient été ciblés pour voir en fait les effets des politiques de soutien et de l'organisation de la filière concrètement dans un stade très peu avancé de l'étude, du déploiement. Donc cette étude elle a été réalisée avec l'aide de plusieurs cabinets de conseil qui nous ont aidés à aller collecter des données auprès des régions, de nos délégations régionales. Et aussi auprès de l'ensemble de nos membres, donc plus de 450 membres à l'époque, pour collecter notamment des données liées aux projets en cours de montage, des projets en intention, des stations, donc avec un focus particulier sur l'aspect maillage infrastructurel pour la distribution d'hydrogène, mais aussi sur un certain nombre de facteurs limitants, notamment les ressources nécessaires à l'électrolyse de l'eau, puisque c'était un des objectifs de la stratégie française que de massifier la production d'hydrogène sur ce procédé-là. On peut passer à la prochaine. Oui. Donc le point de départ, c'est, vous savez, en septembre 2020, donc l'adoption de la stratégie nationale hydrogène, stratégie dont l'État a d'ailleurs annoncé qu'il allait la réviser, l'actualiser d'ici la fin du premier semestre de cette année. Donc les trois axes, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, je pense que c'est assez bien identifié, décarboner l'industrie, développer les mobilités professionnelles intensives et lourdes, et puis continuer à développer la R&D. Un objectif quantitatif fixé de 6,5 gigawatts de capacité d'électrolyse à horizon 2030. Et donc, dans ce cadre-là, en 2021, France Hydrogène avait proposé une première étude qui a donné lieu à un livre blanc pour proposer des trajectoires pour atteindre cet objectif, voire le dépasser, parce qu'il y a aussi un contexte réglementaire européen avec potentiellement des objectifs encore plus ambitieux à atteindre et qui se sont même renforcés depuis. Voilà, donc l'un des plus gros, je dirais, une des grosses sections de l'étude et qui présente l'un des résultats principaux sur lesquels on peut se baser consiste en la répartition des usages de l'hydrogène telle qu'elle a pu être définie dans les projets qu'on a collectés. En fait, là, on peut voir sur ce tableau le scénario ambition de France Hydrogène qui est le scénario de référence qu'on a proposé à 2030. Avec les quantités par usage, donc industrie, mobilité, énergie en tonnes d'hydrogène par an. Donc le total de 680 000 tonnes qui a été projeté. Ensuite, le scénario Ambition Plus qui tenait compte de certains facteurs incitatifs plus élevés nous menait à un scénario avec 1090 kilotonnes d'hydrogène par an.
et de production, enfin d'usage. Et donc, sur la dernière colonne, on a les résultats des données qu'on a pu collecter lors des projets. Et donc, ce qu'on observe, l'un des résultats principaux consiste à dire que le total de production, enfin d'usage, pardon, de l'hydrogène tel qu'on a pu le constater, est à peu près en ligne avec notre scénario le plus ambitieux. Donc, il est très proche, sachant qu'on est sur des méthodologies et des modélisations. Donc, il ne faut pas prendre les chiffres au pied de la lettre en termes de précision, de résolution, mais on est vraiment sur les ordres de grandeur du scénario Ambition Plus sur le total, avec une répartition en revanche largement différente de celle qui était anticipée, puisque notamment dans l'industrie, on avait anticipé que l'industrie serait l'usage le plus je dirais, porteur dans le court terme. La tendance est encore plus approfondie dans les résultats qu'on a pu collecter, avec 815 000 tonnes. Ce chiffre-là comportant beaucoup d'usages en molécules de synthèse dérivées de l'hydrogène qui sont en usage final quand même dédiés pour les transports pour une partie d'entre elles. Donc le chiffre est aussi à comprendre en fonction de l'usage direct et de l'usage final de ce qui est fait de l'hydrogène. Sur la mobilité, un chiffre légèrement en dessous de ce qui était ciblé dans les projets portés, donc 250 projets à peu près que nous avons relevés dans l'étude. Et sur l'énergie, un certain retard à l'allumage qui est lié au fait qu'on parle ici d'usage de flexibilité pour notamment accompagner l'intégration des énergies renouvelables sur le réseau. Donc finalement, c'est assez logique. Un peu plus en détail, donc sur les chiffres de l'industrie, voilà, c'est ici qu'on voit que les molécules de synthèse comptent pour à peu près la moitié des volumes d'usage qui ont été collectés. L'autre point assez majeur, c'est la sidérurgie, donc les procédés de production d'acier basés sur l'hydrogène, qui permet d'obtenir un acier partiellement ou complètement décarboné suivant les procédés. Et les usages classiques de l'hydrogène, donc le raffinage et la production d'ammoniac, sur lesquels on a des chiffres qui sont là aussi légèrement en retrait pour un certain nombre de problématiques techniques qui sont plus développées dans l'étude. Si on fait maintenant un petit zoom sur la mobilité, hein, donc comme on le voyait tout à l'heure, la consommation potentielle projetée, identifiée donc de 230 000 tonnes. On a identifié 225 projets. Alors ça cumule les stations déjà en service, hein, vu qu'il y en a 58 qui sont déjà en service aujourd'hui. Et donc au total, 225 stations installées à fin 2025. Vous avez sur la droite l'histogramme sur le nombre de la répartition de ces stations par région, avec on voit une assez forte représentation de l'Île-de-France, hein, avec notamment le déploiement des réseaux de taxis. Et puis on voit aussi les régions qui dénotent, ce sont celles qui ont lancé des programmes de maillage, hein, notamment le programme Zero Emission Valley en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un déploiement avec un maillage à la fois régional et qui commence à être pensé aussi dans une structuration de maillage national. On peut citer à ce titre le corridor H2 en Occitanie, hein, pour vraiment avoir ce maillage le long des grands axes autoroutiers. L'étude aborde aussi le secteur off-road, le ferroviaire et le maritime. Donc on a déjà vu les projets de production de dicarburants pour notamment l'aérien. Maintenant, clairement, bon, c'est aussi des points que aborde l'étude, mais il y a encore un certain saut technologique à faire dans le domaine de l'aéronautique. Donc au niveau des services réseau, donc, comme on l'a dit tout à l'heure pour la flexibilité, donc, l'idée c'est d'utiliser l'hydrogène comme une capacité de stockage de l'énergie dont on peut avoir besoin, soit globalement sur le réseau électrique français pour compenser d'une certaine façon l'intermittence de certaines parts du système de production d'énergie électrique.
ou alors pour raccorder aussi, notamment dans le cadre de l'éolien en mer et d'autres parcs renouvelables sur lesquels il y aurait des difficultés de raccordement. L'hydrogène permet de transporter l'énergie électrique produite. Ces applications-là, donc, elles sont aujourd'hui plutôt en cours d'investigation, de démonstration technologique. Donc il y a des projets. Et on pense que dans les prochaines années, et puis c'était aussi les conclusions des études, notamment de RTE, l'intégration à plus large échelle de l'hydrogène pour ces usages-là arrivera certainement post-2030. Donc il est normal qu'on soit dans une phase de préparation actuellement. Donc, comme on l'indiquait en préambule, hein, dans la méthodologie, on s'est vraiment appuyé sur la collecte des données et en s'appuyant sur notamment nos délégations régionales et en échangeant étroitement avec aussi les conseils régionaux et donc vraiment les acteurs partout dans les territoires, ce qui nous a permis d'avoir cette vision aussi agrégée par région. Donc là, vous avez les volumes total identifiés selon les différentes régions. Donc bon, très clairement ressortent assez fortement au niveau des volumes les régions où il y a des pôles industriels ou portuaires, hein, ce qui tend quelque part à conforter aussi l'approche bassin qu'on avait suggéré dans le livre blanc en 2021 comme étant des endroits où il y aurait certainement une accélération d'ici à 2030 parce que déjà un gros potentiel de consommation d'hydrogène. Et puis bon, certaines régions où il y a moins d'industrie, où donc clairement le développement est plutôt tiré par de la mobilité, mais sachant que ça peut être par ailleurs des régions qui sont très dynamiques en termes d'offreurs de solutions de la filière. Et on a décliné ça pour les 12 régions. Alors, on ne va pas pouvoir les détailler, mais vous allez les avoir, bien sûr, en téléchargeant l'étude. Une fiche recto verso par région dans laquelle on... donc là, c'est l'exemple d'Île-de-France, vu que le salon a lieu à Paris, avec d'abord une présentation synthétique de la stratégie politique de la région dans le déploiement de la filière. Ensuite, un petit encadré avec les chiffres clés, hein, donc sur le volume, le nombre total de projets, sachant qu'on est entre 15 et 25 projets par région. Les chiffres clés voilà, sur les stations. Une projection sur le déploiement des ENR, mais c'est vrai que là, on a dû finalement s'appuyer sur les documents de planification en place, donc les SRADET. C'est des éléments qui vont fortement, clairement évoluer, documents qui sont en cours de révision. Et puis donc aussi une présentation synthétique des principaux projets de production, d'usage industriel et d'écosystèmes plus large, avec notamment un focus sur la mobilité. Et pour chaque région, une carte, on l'espère, la plus à jour possible sur les stations en service et les projets qu'on a pu localiser. Et puis aussi une mention quand on nous a fait part de projets, mais qui sont encore confidentiels et qui, du coup, ne font pas l'objet d'un point sur la carte. Voilà, donc toujours sur la thématique de la production, un autre enseignement intéressant qu'on a pu constater et qui a amené un certain nombre de recommandations aussi pour la suite du déploiement de la filière porte sur le dimensionnement des outils de production qu'on a pu relever. Et donc, voilà, ce qu'on voit, c'est 70% des projets collectés sont des projets d'une puissance installée inférieure à 3 MW. Alors que 80% des volumes d'hydrogène produits sont répartis sur 24 projets, donc à peu près 10% du nombre de projets qui ont été remontés dans le cadre de l'étude. En fait, il y a plusieurs façons d'analyser ces chiffres-là, notamment le fait qu'il y a encore énormément de projets de petites puissances installées pour tout un tas de raisons, et notamment sur des écosystèmes qui portent sur des déploiements de première flotte de mobilité, avec des projets qui incluent de la production pour de la mobilité, parfois aussi de l'industrie, et donc un système de distribution et un système de production intégré. Ça veut aussi dire qu'on a peu de projets en fait, qui sont de l'ordre de la dizaine ou de quelques dizaines de mégawatts dans les projets qu'on a pu relever, ce qui tend à mettre une limite à la notion de bassin et d'écosystème qu'on promeut pour tout un tas de raisons qui ont été expliquées notamment dans le volet 1 de l'étude. Donc voilà, ce constat nous a amené à apporter un certain nombre de recommandations qui seront abordées un peu plus tard dans l'étude.
sachant qu'il nous reste quelques minutes, donc on va un petit peu accélérer. Donc si tu peux dire un mot sur les facteurs limitants. Oui, pardon. Donc on a vu les usages, on a vu la production. On a étudié aussi les facteurs limitants ensuite pour évaluer ce qui pouvait entraver le déploiement de la filière et des projets tels qu'ils ont été remontés dans l'étude. Donc ce qu'on a constaté, c'est que plus de 50 TWh d'électricité renouvelable ou bas carbone allait être nécessaire à 2030 pour tenir ce plan, pour tenir ces projections. Ce qu'on a pu constater aussi, notamment par les Straded, comme l'a dit Yann-Éric, c'est que les projections d'augmentation de production d'énergie renouvelable et biomasse sont favorables, telles qu'on a pu les agréger par rapport à ce que les régions planifient. Néanmoins, avec un tas de limites et de risques qui resteront à traiter. Et sur la biomasse, là aussi, un potentiel assez important, mais des concurrences d'usage qui font que la biomasse disponible pour produire de l'hydrogène aujourd'hui reste à évaluer en termes de volume. On a aussi étudié 2 autres éléments sur les facteurs limitants, donc les ressources en eau, puisque l'eau, surtout par rapport aux événements de plus en plus tendus de sécheresse dans le pays, et notamment cette année, pose beaucoup de questions sur la filière par rapport à l'électrolyse et aux besoins d'eau en électrolyse. Donc c'est pour ça qu'on a étudié ce sujet. On a aussi étudié le foncier. Les conclusions principales sont que les ressources en eau, évidemment, pour faire de l'électrolyse, on a besoin d'eau. Donc à peu près 10 kg d'eau pour 1 kg d'hydrogène produit. Néanmoins, quand on regarde le volume que ça représente à l'échelle des volumes de production tels qu'on les a montrés à 2030, on se rend compte qu'on est de l'ordre de 0,2% en termes de consommation. Donc 0,2%, c'est pas négligeable évidemment, et ça vient s'ajouter au reste. Mais je dirais qu'il faut distinguer l'aspect électrolyse avec l'eau qui vient tout de suite à l'esprit sur le fait qu'on est quelque chose qui consomme massivement de l'eau. C'est pas vrai non plus. Sur le foncier, le point est remonté pendant l'étude, notamment par les porteurs de projets, sur le fait que finalement le foncier, ça reste le facteur limitant le plus déterminant, puisque là-dessus, les leviers sont assez limités pour rendre du foncier disponible quand on en a besoin pour former des projets. Et souvent, le foncier va déterminer si un projet ou plusieurs projets peuvent être faits pour certains usages dans un territoire donné. Donc le foncier, c'est vraiment primordial, et il y a aussi des enseignements à tirer sur ce sujet-là. Alors, pour conclure, l'étude formule un certain nombre de recommandations. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les détailler parce qu'on arrive déjà presque au terme du temps qui nous est imparti. Mais donc, d'une part, clairement, par rapport aux facteurs, aux ressources limitantes, disposer d'électricité renouvelable ou bas carbone abondante et abordable, notamment avec un cadre vraiment adapté, avec des schémas d'approvisionnement de long terme. Il y a des problématiques de raccordement au réseau également. Diversifier les voies de production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, et notamment clairement soutenir aussi la production à partir de biomasse. Aussi faire en sorte que le cadre incitatif soutienne, promeuve les projets de taille intermédiaire par rapport à ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Sur la mobilité routière, il y a vraiment besoin de renforcer le déploiement, donc là aussi des mesures. Et puis par ailleurs, vraiment ce qui est indispensable, c'est surtout que le cadre réglementaire législatif qui est en train de se mettre en place, mais qui tarde un petit peu à se finaliser, maintenant aboutisse vraiment à la fois au niveau national et français. Mais donc je ne vais pas pouvoir détailler tout ça. Donc vraiment globalement un très fort dynamisme, mais vraiment la nécessité maintenant que le cadre réglementaire et incitatif qui est annoncé depuis quelques mois voit réellement le jour. Et donc cette étude, vraiment c'est qu'un aperçu rapide, mais vous pouvez donc la télécharger sur notre site internet. Alors on a quelques exemplaires sur notre stand, mais on n'a pas pu en imprimer non plus énormément. Nous vous remercions. Merci.